Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux parce que nous recevons cette personne magnifique. Je te présente Lou. Lou, c'est une meuf, elle est partie de France avec l'objectif de venir faire du café au Brésil et son objectif est en train de se concrétiser. Du coup, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo ensemble, de tourner une vidéo pour pouvoir expliquer déjà quelle était l'idée et également pour en profiter pour parler un petit peu du café ici au Brésil et de comment, Lou, tu voyais le café, le monde du café quand tu étais en France et comment il est ici. Et peut-être que ça va déjà vous apprendre des trucs sur le café au Brésil, parce que c'est quand même un café qui est très réputé. Et puis peut-être aussi, ça peut créer des vocations de gens qui veulent devenir caféteurs. Pas caféteurs. Comment on dit les gens du café Mais toi, t'es quoi? Moi, je suis barista. Barista, ça veut dire quoi? C'est les personnes qui travaillent et qui font l'extraction du café. Ben voilà. Voilà. Cafetière, quoi. Ouais. Caféteuse. Caféteuse, cafetier. Barista. Cafetier, barista. Meuf, quitter, et dans le kit, quand tu nous dis quitter, dis-nous quitter en relation avec le café. Ok. C'est quoi ta relation au café dans ta vie? Alors, la relation au café a commencé très très tôt avec les éclairs au café. J'ai adoré manger des éclairs au café quand j'étais enfant. Et en fait, plus en grandissant, en fait, j'ai commencé à boire du café normal comme tout le monde, comme ça, vite fait, sans sucre, parce que j'aimais pas mettre du sucre dans mon café. Et en fait, au fur et à mesure, le café est devenu pour moi un élément important le matin pour m'aider à me réveiller. Comme beaucoup de personnes, je n'arrivais pas à me réveiller sans boire mon café. Au fur et à mesure du temps, j'avais une envie déjà un peu de connaître un peu plus le vin, des choses comme ça, parce que du coup, je commençais à développer un intérêt en fait pour tout ce qui était métier de bouche. Et en fait, un jour, par le plus grand hasard, parce que je pense beaucoup à la vie, au hasard, je pense que les choses n'arrivent pas trop par hasard. Un jour, je suis allée du coup dans un coffee shop sans savoir que c'était un coffee shop du coup de café de spécialité et qu'en fait, ils torréfiaient aussi leur café et qu'ils étaient vraiment geeks du café, quoi. Et en fait, il s'avère que je suis arrivée là-bas et en fait, je papotais avec la manager. Et en fait, elle m'a dit « Ah, ça tombe bien, on cherche quelqu'un et tout pour faire du service. » Moi, je connaissais pas du tout ce milieu-là. Et du coup, j'étais en mode « Bon, bah, let's go, je vais faire du service. » Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé en fait à apprendre sur le café. Sur le coffee shop, il y avait vraiment le côté brunch, tout ça, comme il y a beaucoup en Occident. Et en fait, après, du coup, j'ai commencé à vraiment apprendre le côté barista, du coup, sur l'extraction du café, comprendre les origines des cafés, qu'est-ce que la torréfaction va apporter. Et en fait, j'ai commencé à me développer comme ça et à apprendre en fait comme ça grâce à ce travail-là. Génial. Ouais, c'est super. C'était à Aix-en-Provence, ça s'appelle Mana Café. Et alors, du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es passée de la meuf qui fait du café à Aix-en-Provence à la meuf qui débarque au Brésil pour faire du café? Je vais vous raconter une histoire très rapide. En fait, il y a une barista qui est venue travailler avec moi, qui travaillait avec moi là-bas, avec qui j'ai commencé à créer une amitié. Et en fait, elle avait énormément voyagé. Elle revenait de Colombie. Elle était partie pendant 5 ans en fait en voyage en Amérique latine et du coup elle venait de revenir de Colombie, là où en fait elle avait découvert en fait vraiment le milieu du café de spécialité et du coup elle s'était dit en rentrant en France, moi je veux devenir barista. Et en fait avec cette fille tout le temps elle me racontait ses histoires de voyage. Elle s'appelle Clémentine. Clémentine, si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là. Je vais te dire de passer par là. Et du coup, en fait, Clémentine, moi, je mangeais ces histoires de voyage tout le temps. Je lui posais plein de questions. J'étais tout le temps dans la demande, dans la sollicitation. Et en fait, un jour, je travaille avec elle un dimanche. Donc, les dimanches, c'est vraiment les jours les pires parce que du coup, il y a tout le monde qui vient prendre des brunchs et tout. Et en fait, on travaillait toutes les deux derrière le bar. Et en fait, la Clémentine, elle m'a vue arriver et en fait, elle m'a dit Lou, qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu viens travailler? Elle me dit c'est quand que tu pars au Brésil? Et je t'en nulle part. Ouais, comme ça, de nulle part. Elle me dit j'ai regardé les billets d'avion pour toi, mais je pense que la période d'octobre c'est parfait parce que là, comme ça, t'as le temps un peu de faire de l'argent, t'as le temps de faire ta demande de PVT et tu vas partir au Brésil. Parce que du coup, j'écoutais tout le temps de la samba, de la bossa nova au bar et tout pour ouvrir le bar. Et en fait, elle m'a dit Lou, casse-toi au Brésil. Genre, elle m'a vraiment pris, elle m'a dit Lou, tu te casses. Donc voilà, c'est grâce à elle. Cassé. Et ouais, je me suis cassée grâce à elle. C'est génial. Ouais. Et tu as débarqué ici. Et quand t'es arrivée, t'as débarqué chez nous ou pas? T'as eu des expériences avant d'arriver à la maison? Non, j'étais qu'une semaine. Ah, t'as ça. Donc t'es arrivée au Brésil et c'était quoi ton objectif lié au café quand tu es arrivée au Brésil? Alors du coup, mon objectif, c'était que avant de venir, en fait, j'avais déjà des contacts avec une coopérative, du coup, avec mon coffee shop avec lequel je travaillais, on avait un contact par rapport à l'exportateur avec lequel on passait pour se fournir en café vert. Et du coup, cette coopérative-là qui était ici, en fait, ils pouvaient prendre des personnes du coup en volontariat. Et en fait, donc du coup, moi, j'étais rentrée en contact avec une famille qui du coup produisait du café, qui était en fait intéressée du coup à me recevoir ici. Parce que pour eux aussi, c'est quand même très intéressant en fait d'échanger sur l'aspect du coup de où va leur café, de accueillir des personnes qui viennent de l'extérieur pour aussi prendre. En fait, c'est aussi intéressant pour eux, tu vois. Et du coup, j'étais censée faire ça. Mais bon, au final. Ça s'est pas passé comme ça. Au final, j'étais workaholic à la maison. Finalement, tu as travaillé à la maison et on a fait une vidéo sur le sujet. Mais je me souviens très bien qu'une fois, je t'avais dit
Lou, il y a un congrès de café à Rio, il faut absolument que tu y ailles. C'était la première semaine où je suis arrivée à Rio. Comme quoi, la vie, je dis, il se passe rien par hasard. Du coup, tu m'as dit ça. Et en fait, je suis allée là-bas. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais déjà de France qui était du milieu du café. Et en fait, il m'a présenté à tout le monde. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré personnellement un torréfacteur très, très connu, qui est d'une grande maison française, Alain Ducasse. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent un peu. Alain Ducasse, donc il y avait son torréfacteur. Et du coup, je l'ai rencontré là-bas, qui du coup m'a présenté à beaucoup de producteurs. Et c'était un peu foufou cette journée. Je me souviens que tu étais complètement folle après ça, parce que ça t'a ouvert plein de possibilités. Bah déjà de voir des gens en fait qui se rappellent de toi, qui te reconnaissent, parce que du coup ici aussi, bah du coup je passe pour l'occidental, mais vu que c'était mon début où j'étais là et que j'étais avec cette personne qui était quand même assez là quoi dans le game, on va dire, que du coup lui me présentait, bah du coup les personnes en fait ils m'ont assimilé du coup avec le fait que j'étais française, que du coup je faisais partie aussi de ça et que enfin ça m'a Ça t'a propulsé. ah ouais. Mais à ce moment-là, pour autant, tu n'es pas allée dans le café de suite. Non, je sentais que c'était pas trop le moment, genre. Je me souviens que c'était extrêmement perdu. Ouais. Et tu disais oui, je dois partir, mais en fait non, mais il y a le carnaval qui arrive, mais je veux jouer, mais je veux faire ça. Ah oui. Et nous, on te disait, mais meuf, tu es venue ici pour faire du café et tu fais pas de café. Bah du coup, je culpabilisais énormément en fait sur cette période parce que du coup, je faisais pas les choses que j'étais censée faire et les choses que je disais que je voulais faire. En même temps, d'un côté, je suis jeune aussi, j'ai 22 ans. Et du coup, j'avais quand même cette envie de vivre ici et tout le monde me parlait aussi du carnaval et tout. Et moi, j'aime pas faire les choses trop comme tout le monde et j'étais en mode ouais, n'importe quoi le carnaval, n'importe quoi. Genre, flemme de faire le carnaval ici quoi, que nenni. Je crois que je suis une des pires de la maison qui est piquée par le carnaval. Maintenant, je suis dans plein de blocos, je suis là et je suis à fond. J'aime trop jouer. Et donc, tu as eu toute une période comme ça où tu t'es pas remis dans le café. Et qu'est-ce qui t'a remis dans le café finalement? Et bah, qu'est-ce qui m'a remis dans le café? En fait, ça a été le post-été, post-carnaval du coup, pendant cette période-là. Donc, j'ai quand même un peu travaillé du coup sur Rio pour une torréfaction où en fait, je les aidais, on faisait des événements et tout. Donc ça, c'était cool en vrai. Parce que du coup, ça m'a aussi permis en fait, d'être encore présente ici, on se rappelle de moi, on me voit quand même ici dans ce milieu. Et après, ce qui m'a fait repartir, en fait, ça a été le post-carnaval, parce que j'étais en mode un peu déprime. C'est une période où un peu tout le monde déprime, j'ai l'impression, le mois de mars. Là, ici, c'est un peu... c'est équivalent un peu à notre novembre, je pense. Ouais, ça moi... C'est le mois... Du coup, j'étais un petit peu en dep, et j'étais en mode, bon, Lou, écoute, casse-toi, en fait. Parce que du coup, j'étais en mode... J'aime Rio, je sais que j'aime cette ville, je sais que j'ai un morceau de mon cœur ici, mais il manquait un truc. Mais bon, une fois que tu es ancré dans un endroit, après pour en sortir... C'est difficile. Et donc là, tu as trouvé un workaway, ouais. Finalement dans le Minas Gerais, qui est une région où il y a beaucoup de café. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas? Ouais, alors du coup je suis partie là-bas, c'est un workaway que j'ai trouvé du coup grâce à la torréfaction avec laquelle je travaillais, qui du coup eux travaillaient avec eux, puisque du coup la torréfaction avec laquelle je travaillais, c'était un produit dans lequel du coup je croyais, parce que ils travaillent qu'avec des cafés qui sont produits d'une certaine manière qui, moi, va m'intéresser, qui va me toucher, qui correspond à certaines valeurs, à une certaine façon. Et du coup, c'est pour ça que du coup, après, eux, ils m'ont donné le contact de plusieurs personnes avec qui, en fait, eux, ils travaillaient. Et en fait, j'ai trouvé du coup ce workaway-là dans le Minas Gerais. Et comment c'était? Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Parce que c'est le workaway qui a changé un petit peu ta vie quand même. Ouais, clairement. En fait, c'est le workaway qui a changé ma vie parce que du coup, c'est là que j'ai vraiment appris. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment compris ce qui se passait par rapport à cet entre-deux de la tasse de café, puisqu'en vrai, c'est principalement ça, c'est principalement ce produit-là, la tasse et le café. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer pour arriver en fait à ce que ce café soit là dans cette tasse. De comprendre en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la terre, à l'intérieur de la production, se rendre compte aussi des familles, de l'importance en fait pour eux du coup de produire ce produit de certaines manières, parce qu'en fait dans ce milieu-là, ce que ça m'a aussi fait beaucoup prendre conscience, c'est qu'en fait c'est des personnes qui n'ont pas du tout conscience de là où ça va leur produit. Eux, ils vont s'occuper de ça parce que c'est leur raison de se réveiller, quoi. Mais ils n'ont aucune idée en fait de ce qui va se passer après. Comme nous, on n'a aucune idée de là où il vient généralement. Je crois que je suis partie j'ai un peu fait un zigzag avec la conversation. Quelle était ta vision du café avant de venir, et qu'est-ce que tu as compris ici par rapport au café? Alors, ma vision du café, en fait, le café, parce que du coup, moi, c'est plus le café de spécialité, donc ça va être vraiment le café qui va être un peu... Enfin, c'est les meilleurs grains de café qui correspondent à un certain score. Et en fait, la vision que j'avais, c'est qu'en France, c'est un milieu qui va être quand même assez bobo, on va pas se mentir, dans le sens où c'est quand même un produit de qualité, qui a un certain coût, et que pas tout le monde peut se permettre en fait, de pouvoir acheter. Et en fait, le café du Brésil, en France, dans le milieu de café spécialité, en fait, il a une réputation de... C'est un café qui va être équilibré, qui va être bon et qui va pas être cher. Et qui, en fait, en entrée de gamme sur du café de spécialité, ça va être intéressant parce que c'est un moyen, en fait, de commencer, en fait, à connaître un peu
ce type de saveur-là avant de rentrer dans des trucs genre des méthodes de zinzin, des cafés macérés, des trucs comme ça. Donc c'est un bon café qui va correspondre à un bon profil aromatique, qui va être équilibré et qui va pas être cher. Et ça, c'est ce qu'on attendait en Europe. Et après, tu es arrivé ici et tu as compris comment ça marchait le café. Et alors du coup J'ai compris qu'ici, le regard est quand même aussi un peu différent. Que du coup, il y a quand même une grande majorité donc, du coup, du café brésilien qui, en fait, le bon café brésilien, en fait, ici, il n'est pas ici. En fait, il n'est pas ici. Les Françaises, elles sont souvent étonnées d'arriver au Brésil et de ne pas trouver du bon café. Elles se disent, mais attends, mais pourquoi le café qu'on boit, il est dégueulasse? Ouais. Alors qu'en fait, on pense que ça fait énormément partie de la culture, et en vrai de vrai, c'est vrai. Ça fait énormément partie de la culture, genre même dans les lanchonettes et tout. Les Brésiliens boivent du café matin, midi et soir en permanence. Toute la journée, et il y a du café gratuit à peu près partout. Si tu manges quelque part, pas loin de l'entrée, il y a la cafetière avec du café. Si tu vas dans un magasin, on te proposera toujours du café. Dans les salles de sport. Oui. Et peut-être une différence aussi avec la France, c'est qu'ici, le café qu'on te propose, généralement, c'est du café sucré. Ouais. Et en France, non. Non, parce qu'en fait, ici, du coup, le truc, c'est qu'en fait, le café qui va être proposé, en fait, ici, qui va rester, en fait, principalement au Brésil, du coup, ça ne va pas être un café de spécialité. Du coup, ici, donc, le café, donc, ça va pas être un café très, très bon, parce que, du coup, ça va être le café qui n'est pas sélectionné, et c'est un peu les grains qui restent, quoi. Et du coup, ça fait que le café, en fait, ils font énormément le sucré aussi pour donner un autre goût ou quoi. Mais, à contrario, moi, je trouve que cet esprit, quand même, du coup, du cafézinho, et en fait, il fait grave partie de la culture, quand même, tu vois. Si. Parce qu'on me dit, j'ai eu pas mal ce débat-là dans le Minas Gerais, en mode café avec le sucre, nanana. Et moi, je suis en mode, ouais, mais ça fait quand même grave partie de la culture. Genre, tu sais, le petit verre, les verres, je sais plus comment ils appellent ces verres. Les verres là, avec la moitié remplie de café, avec grave du sucre dedans. Genre, que tu vas boire debout dans ta lanchonnette comme ça c'est Brésil. Et qu'est-ce que tu as compris alors aussi tu disais qu'il y avait plein de choses dont tu t'étais rendu compte quand tu étais là-bas par rapport au café. En fait, ça a été principalement ça, ça a été principalement le truc des... En parlant beaucoup en fait avec les gens là-bas, moi je me suis rendu, je leur ai beaucoup parlé que personnellement en France, en fait, il y avait quand même un problème au niveau du coup du tracing et que principalement des fois, en fait, on sait pas, en fait, on n'a pas d'informations sur d'où ça vient. Parce qu'en France, nous, quand on va récupérer un café, ça va passer par un exportateur qui lui va passer par des coopératives. Généralement, quand sur ton café, tu vas voir vite fait l'altitude, vite taf la région. En fait, t'en sais rien de plus. Et moi, c'est ça où ça m'a grave fait problématique quand j'étais en France. Parce que du coup, j'étais en mode, mais moi, je veux savoir d'où ça vient. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a à raconter, qu'est-ce qu'elle a cette histoire, parce que je vais boire ce café. Enfin, ça fait partie de ce que je vais boire, tu vois. Et en fait, en échangeant avec des gens là-bas, et en fait, je me suis rendu compte que pour eux, c'est totalement pareil. En fait, ils en ont aucune idée aussi de là où ça va. Ils sont en mode, nous, on fait tout parce qu'on attend un certain produit. En fait, on va nous le prendre, on va nous l'acheter à un certain prix, mais en fait, après, on n'en sait rien. Mais en fait, ça les intéresserait de savoir. Et ça les intéresserait trop. Dites-vous que quand j'ai été là-bas, j'ai rencontré du coup des gens, parce que c'est vraiment la campagne brésilienne. C'est vraiment des cow-boys. Genre, j'ai vu mes premiers cow-boys minervois, j'étais en mode, waouh, j'adore. Moi, je trouve ça, j'adore ce folklore. Et en fait, vraiment des gens qui étaient choqués parce que, en fait, ils me disaient, mais t'es la première personne avec qui j'arrive à parler de ça, qui me parle de ça et avec qui j'arrive à avoir un échange. En mode, la personne me dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui venait de l'extérieur du Brésil avec qui je pouvais avoir un échange. Du coup, j'étais en mode, ah ouais, quand même. Genre, puis c'est fort, quoi. Puis du coup, de pouvoir se rendre compte, en fait, par rapport à cette histoire de tasse, moi, je parle beaucoup de ma tasse parce que pour moi, c'est ça. C'est en fait le café qui va avoir à l'intérieur de ta tasse. Il va raconter une histoire parce que du coup, il y a une histoire, donc comme je disais, sur la terre, sur les personnes qui vont produire et sur, en fait, le partage, tu vois, autour de tout ça. Et moi, c'est ça que je trouve tellement fort et tellement riche. Et c'est cette histoire-là, en fait, que j'ai envie, du coup, de partager, d'emmener, en fait, avec moi et de pouvoir, en fait, continuer de partager et de raconter, en fait, ces histoires-là, tu vois, de qu'est-ce qui se passe pour que le café, en fait, passe de l'arbre, donc de la terre, à la tasse. Et donc maintenant, c'est quoi ton futur? Parce que là, tu es revenu du Minas Gerais. Alors là, mon futur, c'est quoi le après? J'ai peur un peu de l'avenir, mais c'est une bonne peur, tu sais, ça, c'est excitant, genre. Donc là, je vais rentrer en France fin mai. Donc je vais rentrer en France avec mon café. Donc j'ai sélectionné 3... C'est du café que tu as fabriqué ou que tu as acheté? C'est du café que j'ai acheté, que j'ai sélectionné à des producteurs, en fait. Donc j'ai 3 producteurs qui, en fait, vont produire du café, du coup, d'une manière agroflorestale. Je sais pas, j'arrive pas à le dire. Agroflorestale en français. Du coup, la façon agrofloreste de faire du café, c'est une manière, en fait, donc, de faire attention à la terre. En fait, d'écouter les besoins de la terre, les besoins du coup des saisons et comment, donc par rapport aussi au soleil, tout ça. Et en fait, donc les champs de café, ça va se positionner comme des vignes, un peu comme des vignes. Du coup, la manière agrofloreste, c'est une façon donc, de ne surtout pas
donner de produits chimiques ou quoi. Ça va être vraiment de manière naturelle, en fait, de donner des micronutriments et des matériels organiques pour en fait à laisser sur la terre. Donc du coup, ça veut dire que le café, en fait, il va pousser au milieu de bananiers, d'arbres à pêche, de kakis. C'est quand même un peu de la permaculture. Exactement. En gros, c'est de la permaculture, mais à énorme échelle. Du coup, c'est trop bien. Parce que du coup, tu as tout en fait qui pousse ensemble. Et du coup, quand tu écoutes un peu ta terre, que tu as déjà cueilli sur un arbre, mais que tu as du soleil qui te manque et tout, tu vas couper le bananier, tu vas laisser le bananier par terre. Comme ça, la terre, en fait, elle va récupérer les nutriments du bananier, de l'arbre, parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de nutriments. Et en fait, c'est comme ça que ça va aider en fait, à la terre en fait, à continuer à produire de meilleure qualité et de meilleure forme en fait, le café. Donc, tu reviens en France, tu as 3 cafés. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah, du coup, en France, je vais bouger un petit peu dans toute la France. Et en fait, j'ai des rendez-vous avec plusieurs torréfacteurs, des micro-torréfacteurs, des personnes qui sont soucieuses en fait, de ça, en fait, de savoir le produit, d'où ça vient, tout ça. Et en fait, il y a pas mal d'artisans en France qui travaillent comme ça. Et donc, du coup, moi, je suis là pour présenter en fait, un peu plus cette méthode de produire de façon aglo-florestale, du coup. Cool. Ouais. Et après, et donc ton idée maintenant, ça va être de faire des allers-retours entre la France et le Brésil. Exactement. Pour pouvoir vendre du café. Exactement. C'est dingue, hein, ça veut dire, t'imagines le parcours que tu as parcouru en si peu de mois? Ouais, 8. En 8 mois, tu te rends compte? C'était important pour moi de faire cette vidéo pour montrer ce parcours-là, parce que parfois on a des rêves, on a des envies, on ne sait pas comment les réaliser parce qu'on a peur, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas si ça va marcher. Et Lou, c'est un exemple d'une fille qui découvre un truc qu'elle aime, qui se donne les moyens pour pouvoir arriver à concrétiser son projet. Oui. Et finalement, tu le concrétises et ça marche. Et t'imagines comme ta vie, elle a changé en 8 mois. Il y a 8 mois, tu étais une Française qui habitait en France et qui travaillait dans un coffee shop. Ouais. Et maintenant, tu es quoi, importeuse, tu fais de l'import-export de café. Ouais, en gros, c'est ça. Mais c'est génial. Ouais, je sais. Bon. Mais c'est génial parce que du coup, en fait, même au Brésil, tu sais, je suis passée par ces différentes étapes. Du coup, comme j'ai été workaway aussi, par ces différentes étapes de culpabilité, parce que du coup, j'allais pas voir le café, de mon moment de workaway, de je suis un peu perdue, je reste à Rio, je joue du tchékéré dans des blocos. Mais en vérité, tout baigne. Parce qu'en vérité, tout arrive à point. Et en fait, ça sert à rien des fois de se presser. Et je pense que ça, c'est aussi très... c'est très européen, en fait, cette mentalité de se presser, de vouloir tout de suite maintenant et tout. Et moi, en fait, ça m'a fait me culpabiliser, alors qu'en fait, du coup, en prenant un peu plus aussi cette mentalité brésilienne, et en fait, en étant un peu plus chill, tu vois, en fait, ça m'a fait m'amener là où je suis aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça que, genre, en fait, maintenant, je suis tellement reconnaissante, en fait, d'être passée par là et par tous ces cheminements qui font que je suis, genre, là aujourd'hui, tu vois. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment trop, trop bien. Si jamais il y a des gens qui veulent t'acheter du café ou savoir où acheter ton café, t'as un Instagram? J'ai un Instagram, je m'appelle encorelou-8café. Très bien. Voilà. Et si jamais vous avez des questions pour approfondir un petit peu la question du café, le Brésil, tout ça, il y a Lou qui est ici. Salut. Merci meuf. Merci à vous, merci à toi, je vous embrasse. Beijo.